Bonjour à vous, pèlerins du web. Nous voici à présent en cette fameuse année 451, qui voit la défaite d'Attila face à la coalition romano-wisigoth-burgo-franque aux alentours de Troie dans un lieu nommé les Champs Catalodiques. Cette bataille a été évoquée dans la vidéo précédente. 451 est l'année de la mort de Clodion, qui, dans la généalogie des chefs francs, succède de manière chronologique aux chefs Teutomère, Richomère et Théodemère. Nous avons vu cela dans les deux vidéos précédentes de cette saga franque. Cette vidéo se propose de couvrir la période entre 451 et 481, qui est la période franque charnière des règnes de Mérovée, mais surtout de Childéric. Cette période de 30 ans voit la suprématie des peuples barbares sur l'Empire romain d'Occident. Et celui-ci va s'écrouler en une vingtaine d'années. Depuis trop longtemps déjà, depuis la période qui suit la Pax Romana des 2 premiers siècles de son existence, l'Empire connaît une crise économique. L'arrêt de son expansion entraîne l'arrêt du modèle économique basé sur l'esclavage. Le train de vie des aristocrates et l'effort de défense assèchent les finances. La pression fiscale entraîne des révoltes paysannes, spécialement en Gaule, où les fameuses bagaudes sont menées par des groupes de paysans voulant échapper aux percepteurs. Il paraît que leur signe de ralliement était la couleur jaune de certaines de leurs parties vestimentaires, comme leurs culottes, leurs bonnets et leurs gilets. Beaucoup d'eux en revinrent éborgnés ou manchots d'une main. Bref, à la fin du IVe siècle, l'Empire se trouve en incapacité d'enrôler au sein de la plèbe. Souvent, il n'a même plus de quoi assurer la solde de ses légionnaires. C'est ce qui entraînera la révolte des légions de Britannia. Devant cette situation critique, mais pas encore désespérée, le pouvoir impérial opte pour la pratique du fédus, c'est-à-dire l'abandon aux barbares de provinces entières en échange d'un devoir de défense pour juguler la poussée des peuples au-delà du Limès. Mais voilà que nous pouvons nous poser l'importante question existentielle suivante. Comment pouvons-nous avoir la prétention d'être défendus par nos ennemis? C'est ainsi que, en 451, l'ensemble de la défense de l'Empire d'Occident dépend du bon vouloir des chefs barbares qui se sont hissés jusque dans les arcanes du pouvoir. Souvent nommés chefs de la garde prétorienne. Ils sont les seuls capables d'être considérés comme des guerriers devant une aristocratie romaine décadente. Ils sont les derniers espoirs. Ainsi, l'avenir des familles aristocratiques sénatoriales ne dépend plus que de généraux barbares romanisés. Sur le plan territorial, l'Empire n'est déjà plus que l'ombre de lui-même. Sans compter l'abandon de Britannia en 410, la partie continentale est considérablement bousculée. Les Wisigoths sont installés en Aquitaine depuis 410. Les Burgondes sont installés dans l'Empire depuis 413. Les Francaliens sont installés en Belgique seconde depuis 432. Les Vandales, traversant la Gaule, puis l'Hispanie, conquièrent la province d'Afrique en 439. Les Suèves dominent une bonne partie de l'Hispanie à côté des Wisigoths et des Vandales. Les Ostrogoths, plus en rapport avec l'Empire d'Orient, sont en regard de la façade est de l'Italie, en Dalmatie. Tout le reste de l'Europe occidentale, au-delà du Rhin et du Danube,
est occupée par des tribus germaines, slaves et mongoles. Pour bien comprendre l'avènement des descendants de Clodion, il est nécessaire d'appréhender, du point de vue romain, comment l'Empire d'Occident s'est effondré en à peine 2 décennies. Cette courte et fatale période voit en effet se succéder pas moins de 9 empereurs, tous qualifiés de fantoches. Nous connaissons le dernier grand général romain de l'Empire en la personne de Aetius, déjà évoqué dans les vidéos précédentes. Nous savons qu'il a été assassiné en 454 des mains propres du dernier véritable empereur d'Occident, le jaloux et énigmatique Valentinien III, et que l'année suivante, en 455, des fidèles d'Aetius assassineront à leur tour le meurtrier de leur ami. Valentinien III était par sa mère le petit-fils de Théodose le Grand et le neveu de son prédécesseur Honorius, empereur d'Occident. Valentinien prend l'impérium en 425. Il gouverne l'Empire d'Occident durant 30 années, au début sous la régence de sa mère Galla Placidia. Son oncle, Honorius, avait déjà vu la déferlante barbare de 406, l'abandon de Britannia en 410, le pillage de Rome par les Wisigoths en 410 et leur installation en Aquitaine en 412, l'irruption des Burgondes en Germanie première et leur installation en 413, l'installation des Suèves et des Vandales en Hispanie. Quant à Valentinien III, il assistera à la perte des riches provinces d'Afrique et de Sicile conquises par les Vandales de Genséric en 439. Cette perte africaine suscite des projets d'intervention conjoints des 2 parties de l'Empire. Mais ce sursaut d'orgueil restera sans effet du fait de l'arrivée en Gaule des Huns d'Attila, lesquels, nous l'avons vu, seront finalement vaincus au champ catalonique en 451, sous la conduite du généralissime Aetius, qui se couvre de prestige et de richesse par cette occasion. En ayant vaincu le fléau de Dieu, qui est considéré comme à l'origine des grandes invasions barbares, Valentinien pense l'Empire à l'abri. Jaloux et immature, orphelin de la régente mère depuis 450, il est seul face à sa stupide paranoïa et sa cupide perversion narcissique. Il veut se débarrasser d'un sérieux rival qui attire à lui tous les honneurs. C'est ainsi qu'il assassine de ses propres mains le général Aetius, sans penser un seul instant qu'il est en train de se couper la main droite avec la gauche, comme le dira l'historien contemporain Procope. Pour son malheur, le dernier véritable empereur romain sera assassiné en représailles l'année suivante, en 455, par 2 fidèles d'Aetius. C'est alors que l'Empire entre dans sa phase ultime, celle dite des 9 empereurs fantoches. Le premier de ces empereurs fantoches est Pétrone Maxime. Pétrone Maxime est un riche sénateur et aristocrate influent, qui joue un rôle central dans les complots contre le généralissime Aetius et Valentinien III. Il s'empare du trône impérial le lendemain de la mort de Valentinien en s'assurant du soutien du Sénat et en soudoyant les officiels du palais. Il renforce sa légitimité en forçant la veuve de Valentinien, Licinia Eudoxia, à l'épouser. De même, il annule les fiançailles de la fille de Valentinien, Eudocia, au fils du roi vandale Genséric Hunéric, la forçant à épouser son fils Palladius. Excédés, les Vandales font voile vers Rome depuis Carthage et pillent la ville. Pétrone Maxime tente de fuir avant leur débarquement, mais, reconnu parmi la foule, il est lynché et son corps jeté dans le Tibre. Son règne n'aura tenu que quelques mois. Avitus lui succède pour 1 an jusqu'en 456. Avitus est un noble celte gaulois arvène. Il est promu magister militum en 437
après avoir libéré Narbonne des Visigoths et avoir conclu une paix avec eux. C'est à cette occasion qu'il se lie d'amitié avec Ricimer, le suévo wisigothe, qui l'aidera à accéder à l'impérium. Avitus est également apprécié du roi Théodoric Ier. Ainsi, en 451, il est l'homme idéal pour coaliser Francs et Visigoths auprès du généralissime Aetius contre les Huns d'Attila. Toujours maître de la milice sous Pétrone Maxime, il est à Toulouse lorsque Genséric envahit Rome, mettant fin à l'éphémère règne de Pétrone. Théodoric profite de l'occasion pour lui proposer la pourpre, qu'il accepte après l'accord d'une réunion de sénateurs gallo-romains à Ugernum, une ville du Gard située sur la voie domitienne qui relie l'Italie à l'Espagne. Une fois adoubé par le chef wisigoth, Avitus se rend en Pannonie pour conclure avec les Ostrogoths un traité dans lequel ces derniers s'engagent à protéger les frontières nord de l'Empire. Il est investi à Rome en septembre et revêt la trabée consulaire le 1er janvier 456. Il est reconnu par Marcien, l'empereur d'Orient qui succède à Théodose II. Avitus nomme le Wisigoth Remistus pour occuper la place de Magister Militum qu'il vient de laisser libre. Avitus nomme également Aegidius pour remplacer feu Aetius en Gaule du Nord. Rome semble avoir retrouvé une certaine sécurité diplomatique. Les deux franges goths, ainsi que les Francs-Saliens, lui sont alliés, et l'Empire d'Orient ne montre pas de velléité contre l'Occident. C'est sans compter sur les Vandales qui, toujours irrités par l'affaire subie de la part de Pétrone Maxime, entament un blocus de la cité éternelle. Pour eux, c'est le prince vandale Hunéric qui aurait dû être à la place de Avitus. En raison de ses origines gauloises, Avitus n'est pas réellement soutenu par les aristocrates d'Italie et, après l'échec de sa campagne contre les Vandales pour lever le siège de Rome, sa situation devient difficile. Les difficultés financières l'amènent à renvoyer ses propres gardes du corps goth. Pour payer leur départ, il va jusqu'à faire fondre des statues de bronze afin de frapper les sesterces. Ricimer, qui l'avait pourtant aidé à accéder au pouvoir, profite des difficultés d'Avitus pour fomenter un coup d'État et réussit à s'emparer de Ravenne. Avitus se réfugie à Arles. Ses appels à l'aide envers les Wisigoths de Théodoric II ne reçoivent aucune réponse. Celui-ci est occupé en Espagne à affronter les Suèves. Avitus rassemble alors ses dernières troupes et retourne en Italie. Il est facilement défait à la bataille de Plaisance. Capturé, il est épargné et on l'autorise à devenir évêque de Plaisance en octobre 456. Mais, craignant toujours pour sa vie, il cherche refuge en Gaule et périt en route la même année. Dans sa descendance, on trouve une fille, Papianelle, qui épouse l'aristocrate de Lugdunum, Sidoine Apollinaire, un écrivain qui sera préfet de Rome sous Anthemius et plus tard encore évêque d'Auvergne. Les poèmes et lettres de ce genre sont les principales sources sur le règne d'Avitus. Dans la descendance d'Avitus, on trouve également un fils, Exdicius, qui devient une personnalité politique en Gaule comme préfet des Gaules quelques années plus tard. Après un interrègne de quelques mois, Majorien succède à Avitus pour une période relativement longue puisqu'il reste 4 ans au pouvoir entre 457 et 461. Majorien est un noble romain. Il est chef de la garde impériale sous Valentinien III et pendant les règnes de ses éphémères prédécesseurs, Pétrone Maxime et Avitus.
Il est le dernier empereur qui se déplaça dans l'Empire romain d'Occident, réduit à l'Italie, au sud de la Gaule et à la façade méditerranéenne de l'Espagne, avec l'illusoire espoir de reconquérir les territoires cédés aux Germains fédérés et ainsi de tenter de restaurer le prestige perdu de l'Empire. En octobre 456, il prend part avec Ricimer à la destitution d'Avitus et à sa capture près de Plaisance. Il envoie Aegidius mater la rébellion gallo-romaine et reprendre Lugdunum qui était tombé sous la coupe des opportunistes burgondes. Aegidius y parvient avec l'aide d'auxiliaires francs et profitant de l'inaction des Wisigoths trop occupés en Espagne. Ayant ainsi repris ce qui reste de la Gaule romaine, Majorien s'installe à Arles en 458, laissant Ricimer libre de manœuvrer à Rome. Le gouvernement de Majorien se remarque par des mesures sociales, telles que des remises d'arriérés d'impôts. Il essaie de limiter les accaparements de l'Église en interdisant de dépouiller les enfants de leur héritage sous prétexte de les donner à l'Église, tout en se faisant nommer évêque du diocèse, ou de mettre au couvent les jeunes filles dont les parents veulent se débarrasser. Ces pratiques sont maintenant répréhensibles. Majorien maintient les Wisigoths sur le territoire qui leur a été concédé en Aquitaine et conserve l'autorité romaine sur le Languedoc et les provinces de Tarraconèse et de Carthagène. En 460, il prépare depuis Alicante un débarquement en Maurétanie contre les Vandales d'Afrique du Nord. Malheureusement, le roi des Vandales, Genséric, le devance et détruit sa flotte de 300 navires lors de la bataille de Carthagène, ce qui contraint Majorien à concéder un traité de paix humiliant. Ce traité occasionne d'importantes pertes de territoire pour l'aristocratie sénatoriale de la province d'Afrique. Les Baléares, la Corse et la Sicile sont reconnus vandales. En outre, d'importantes taxes ayant été nécessaires à la préparation de cette expédition, qui nourrissait de grands espoirs, la défaite passe d'autant plus mal. En juillet 461, Majorien regagne l'Italie et il décide d'installer le siège de son pouvoir à Ravenne plutôt qu'à Rome, afin probablement d'échapper à l'ingérence de l'aristocratie sénatoriale. Ce qui incline les sénateurs romains, en outre rendus amers par les faveurs qu'accorde le nouvel empereur à l'aristocratie gauloise, à rechercher une alternative pour la défense de leurs intérêts. Ils trouvent cette alternative auprès du patrice Ricimer, lui-même mécontent des dispositions du nouvel empereur et offensé d'être tenu à l'écart du nouvel entourage de l'empereur qui compte des généraux comme Aegidius, magister militum de Gaule, et Marcellus, comte de Dalmatie. Rappelons que le titre de patrice est décerné à des personnages puissants, non membres de la famille impériale, et qu'il vient dans la hiérarchie immédiatement après les titres d'Auguste et de César, au-dessus du titre de préfet du prétoire, c'est-à-dire de l'administration du conglomérat de provinces qu'on appelle préfecture. Cette conjonction d'intérêts précipite la chute de Majorien. Les troupes de Ricimer saisissent l'occasion de son retour d'Espagne pour l'attaquer et le capturer. Après une détention éprouvante, il est décapité le 7 août 461. Le Sénat désigne comme successeur un des leurs, le sénateur Libius Severus, mais qui n'est reconnu ni par le byzantin Léon Ier, ni par le gallo-romain Aegidius, ni par le dalmate Marcellus, tandis que le pouvoir est de fait partagé entre Ricimer et les grandes familles aristocratiques. Le sénateur Libius Severus est nommé par ses pairs après la capture de Majorien. Son règne dure 4 ans, sous la tutelle de Ricimer et de l'oligarchie sénatoriale.
Il meurt de cause naturelle dans sa 4e année de gouvernance. Son règne est si insignifiant que lui suit un interrègne de 2 ans qui satisfait les sénateurs et Ricimer, alors âgé de 60 ans. Vient ensuite Antémus, entre 467 et 472. Après 2 ans de vacances du pouvoir à Rome, c'est Léon Ier, le successeur de Marcien sur le trône de Constantinople, qui finit par imposer son propre général, Antémus, à Rome, aux dépens d'Olybrius soutenu par Genséric le Vandale. Antémus est accepté par le Sénat romain, car on lui donne mission de stopper l'extension des Wisigoths d'Euric et celle des Vandales de Genséric. Jadis victorieux des Ostrogoths et des Huns, quand il était sous la bannière orientale, il ira d'échec en échec dans ses opérations militaires comme César d'Occident. En 468, la campagne contre Genséric est un fiasco, à l'instar de celui subi par Majorien 7 ans plus tôt. En 469, il ne peut empêcher la montée en puissance d'Euric qui est vainqueur à Dole malgré l'appui des Bretons d'Oriotamus. Antémus jouit d'une mauvaise réputation à Rome. Colérique, il est qualifié de « sale grec » par les Romains. Il est en opposition avec Ricimer, le gète vêtu de fourrure, pas plus apprécié par ces mêmes Romains. De plus, les milieux chrétiens sont irrités de le voir soutenir le paganisme, la religion de ceux qui, ni chrétiens ni juifs, restent fidèles à leur pays, à leurs traditions et à leurs racines, malgré qu'Antémus soit lui-même chrétien orthodoxe. Cette politique cultuelle était destinée à unifier le pays. En 470, il tombe malade, sans doute atteint d'hypertension. En 471, il voit son propre fils mourir contre Euric dans ce qui sera la dernière expédition romaine au-delà des Alpes. Lors même que, en Italie, le chef de l'armée Ricimer, arien convaincu, perd patience et avec l'aide de 6000 hommes, investit Milan pour en faire l'épicentre d'une contestation. Ricimer proclame un empereur concurrent, Olybrius, soutenu par les Vandales de Genséric. Le conflit finit 5 mois plus tard par la conquête de Rome par Ricimer. La capitale impériale tombe après 2 mois de siège et Antémus, déguisé en mendiant caché dans l'église Saint-Jean Chrysogone, est capturé et exécuté. Ricimer, vieillissant et affaibli par une vie de soldat, décède d'une hémorragie interne 6 semaines à peine après la déposition d'Antémus. Son neveu par alliance, Gondebaud le Burgonde, prend alors le titre de patrice et donc la fonction de commandant en chef des forces armées. Olybrius, proclamé empereur par Ricimer, est le gendre de feu Valentinien III. Placé par Ricimer, Olybrius n'a guère le temps de régner. Il meurt à son tour d'hydropisie, ne survivant que 13 jours à son bienfaiteur, réalisant le règne le plus court de tous les empereurs fantoches. Il a juste le temps de nommer Gondebaud pour remplacer Ricimer, espérant s'allier les Burgondes. Léon Ier ne le reconnaît pas en considérant qu'il est l'usurpateur de feu son protégé Antémus. Gondebaud reste seul maître de l'Italie, mais son origine barbare lui interdit le titre impérial. Au bout de 4 mois, il trouve le successeur d'Olybrius en la personne de Glycérius, qu'il place à la tête de l'Empire d'Occident. Glycérius est un serviteur du prince burgonde Gondebaud.
qui est alors le véritable maître de l'Italie. Glycérius règne de 473 à 474. Il est considéré comme un usurpateur, qui plus est barbare. Il n'est pas reconnu par Constantinople où Zénon vient de succéder à Léon Ier. Zénon envoie ses vassaux ostrogoths de Dalmatie en Italie. Glycérius n'a pas les moyens de les arrêter et achète leur départ. Zénon, irrité par ce lâche revers de ses propres vassaux, nomme son protégé Julius Népos, alors gouverneur de la Dalmatie, comme César d'Occident. Julius Népos ne va régner qu'un an. En 474, il débarque à Ravenne avec une petite armée. Glycérius prend alors la fuite vers Rome, mais le Sénat romain refuse de le soutenir et lui ferme les portes de la ville. Lorsque Julius Népos parvient à Rome, Glycérius se rend sans combattre le 24 juin 474. Il doit ôter le manteau de pourpre impérial, est tonsuré et reçoit en compensation l'évêché de Salonne en Dalmatie, où il meurt en 480. Julius Népos est le gendre du comte de Dalmatie Marcellus, auquel il succède en 468. Veuf, il épouse par la suite, en deuxième noces, la fille du couple impérial d'Orient Léon Ier, Aelia Verina. Aelia Verina est veuve de Léon Ier lors de l'ascension de Népos. De par son origine grecque, Népos manque de soutien en Occident. Il est mal vu des Romains. En Gaule, Euric, roi des Wisigoths, poursuit son expansion par la conquête de l'Auvergne, dernier bastion impérial en Gaule-Aquitaine. Népos, dans sa recherche d'appui, soutient le héros de la résistance arvenne, Ecdicius, le fils d'Avitus, et beau-frère de Sidoine Apollinaire. Népos le nomme Magister Militum. Ecdicius participe avec Sidoine Apollinaire, devenu en 471 évêque de Clermont, à la résistance de l'Auvergne contre les tentatives de conquête des Wisigoths qui font plusieurs fois le siège de la ville de Lyon entre 471 et 474. La légende veut qu'il ait réussi à entrer dans la ville malgré le siège avec seulement 10 ou 18 hommes. Il fournit des défenseurs et des vivres en provenance de ses propres domaines, et par sa diplomatie obtient peut-être l'appui des Burgondes de Chilpéric II et des Bretons du roi Riotamus qui s'était retiré en Bourgogne après la défaite de Déole de 469. Mais les Wisigoths d'Euric sont trop forts et Ecdicius essuie des défaites en 471 à Arles et en 473 à Marseille. Ecdicius doit fuir et se réfugie peut-être chez les Burgondes. Il est immédiatement destitué et remplacé par Flavius Oreste au poste de Magister Militum. Mais rien n'y fait. Les Wisigoths menacent alors maintenant directement l'Italie et, en 475, Népos doit conclure un traité par lequel il reconnaît l'autorité d'Euric sur l'Espagne et sur la Gaule, jusqu'au Rhône et la Loire, lui cédant l'Auvergne en échange de la paix en Provence. Népos ordonne à son général Flavius Oreste, un riche noble d'une famille romanisée originaire de Pannonie, de revenir en Italie. De retour à Rome, Oreste n'a plus qu'une seule idée en tête, renverser Népos. Ceci sera fait le 28 août 475. Après une rapide révolution de palais, et ne pouvant attendre aucun soutien de Constantinople, elle aussi en proie à des luttes intestines, Népos rembarque précipitamment et retourne en Dalmatie. Oreste place alors son propre fils Romulus Augustule comme César d'Occident. Ce sera le dernier. Romulus Augustule
est le fils d'Oreste. Son grand-père a été ambassadeur des Romains auprès d'Attila, ce qui fit la fortune familiale. C'est de par cette relation que Oreste, le père de Romulus, aurait servi comme auxiliaire dans les troupes d'Attila, où il se serait auréolé de prestige. Après la mort d'Attila en 453, Oreste réintègre le haut commandement romain. En 475, il reçoit la charge de magister militum, commandant en chef, de l'empereur d'Occident Julius Népos, en remplacement d'Ecdicius. Oreste a alors pour but de pallier aux défaites de son prédécesseur et de mater les Burgondes et les Visigoths en Gaule méridionale. Il est rappelé en Italie par Julius Népos après un traité avec les Visigoths qui n'est pas du goût d'Oreste. Celui-ci voit d'un mauvais œil la cession de territoire de l'Empire aux Visigoths auriques. Arrivé en Italie, il complote contre le traître grec et dépose Julius Népos le 28 août 475. Romulus Augustule est âgé de 14 ans quand son père le place à la tête de ce qui reste de l'Empire romain d'Occident. Bien évidemment, il n'est pas reconnu par Zénon qui n'avale pas la déposition de son protégé Julius Népos. Au moment où Romulus accède au trône impérial, l'Empire romain n'est plus grand-chose, tant son étendue s'est réduite au cours des 80 années précédentes. L'autorité impériale n'a plus cours qu'à l'intérieur des frontières de l'Italie, ainsi qu'en Gaule narbonnaise. La péninsule italienne elle-même est le théâtre d'opérations militaires depuis près d'un demi-siècle. En Orient, le pouvoir de Zénon est usurpé par Basiliscus. Et voilà les deux impériums romains, celui de Rome et celui de Constantinople, possédés par des usurpateurs. La situation est inédite pour l'Empire. Oreste, régent d'Occident pour son fils Romulus, gouverne en homme prudent. Il s'occupe essentiellement de la magistrature des commandements externes. Il négocie la paix avec le roi vandale Genséric. Romulus, pour sa part, ne prend aucune décision durant son règne et ne laisse aucun monument. L'oligarchie sénatoriale semble avoir enfin retrouvé son pouvoir. Mais voici que, à peine 9 mois après sa prise de pouvoir, Oreste doit faire face à une sédition de son armée. Celle-ci est composée d'éléments germaniques érules, de ruges, de tucilingues et de skyres. Oreste a des difficultés à les payer, non aidé en cela par les sénateurs de prétentieux avares qui n'ont pas conscience du danger. Ces soldats, cantonnés depuis trop longtemps dans la péninsule italienne, souhaitent y obtenir des territoires en échange de leurs services militaires, suivant un usage régulièrement concédé aux fédérés. Les revendications territoriales représentent un tiers des terres publiques. Les sénateurs ne peuvent accepter de perdre les terres ancestrales et s'opposent farouchement aux revendications des soldats. La situation est intenable pour le chef de la milice. Devant le refus opiniâtre d'Oreste, les troupes se tournent vers l'un de leurs officiers, Odoacre, le fils du roi des Skyres et des Cons. Elle le proclame roi des nations le 23 août 476, c'est-à-dire chef des troupes barbares qui composent l'armée d'Italie. Oreste se réfugie avec les troupes qui lui sont restées fidèles à Pavie, où il s'enferme non sans que son armée ne mette la ville à sac. Quelques jours plus tard, les troupes d'Odoacre s'emparent facilement de Pavie, profitant du ralliement des soldats adverses. Oreste est capturé puis exécuté. Odoacre marche ensuite sur Ravenne, dont il s'empare le 4 septembre 476
après avoir tué le comte Paul, le frère d'Oreste, capturé non loin de la capitale. Romulus, incapable de prendre le commandement des troupes chargées de la défense de Ravenne, est forcé d'abdiquer le même jour, d'autant que les habitants de la cité résidentielle impériale n'opposent aucune résistance. Lorsqu'il arrive au palais impérial, Odoacre trouve Romulus, qui, apeuré, s'est défait lui-même des régalias et a dissimulé le paludamentum impérial. Sensible à la beauté et à l'innocence du jeune adolescent, n'a-t-il pas lui-même un fils du même âge, Odoacre l'épargne. Il envoie le jeune adolescent en exil et le dote d'une rente annuelle. Romulus Augustule disparaît alors des sources et la date de son décès reste inconnue. Il est possible qu'il ait été encore vivant en 507, voire en 511, alors que l'Italie est passée sous l'autorité de Théodoric le Grand. Entre-temps, en Orient, Zénon a repris le pouvoir. Julius Nepos sollicite son aide pour recouvrer le trône impérial italien, mais Zénon, aux prises avec les Ostrogoths, ne peut le soutenir. Il se contente de demander à Odoacre, qui a également envoyé une ambassade à Constantinople, de reconnaître Népos comme empereur, ce que Odoacre ne fera pas. Constantinople est alors dans l'obligation de reconnaître Odoacre comme patrice. Népos reste exilé en Dalmatie. Pour la petite histoire, Népos sera assassiné par Ovida le 9 mai 480 près de Salonne, la préfecture de la Dalmatie, probablement dans le palais de Dioclétien. Cet assassinat est commandé par le Burgonde Glycérius, qui se venge ainsi de sa destitution 6 ans plus tôt. La Dalmatie est ensuite conquise par Odoacre, qui exécutera Ovida. Nous savons à présent comment l'Empire d'Occident prend fin. S'ouvre alors un nouveau chapitre dans l'histoire européenne avec la confirmation des royaumes barbares comme nouvelles entités. Parmi ceux-ci, le royaume des Francs aura une destinée prestigieuse. Terminons par dire que Childéric, le père de Clovis, est témoin de toute cette période et qu'il survit 5 ans à la chute de l'Empire romain d'Occident. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo.